en pleine guerre, on a des réussites vertigineuses de sociétés israéliennes sur toile de fond de réduction de déficit commercial et de l'inflation. Et tout de suite, c'est le moment tant attendu dans la semaine. On retrouve l'économiste Daniel Guggenheim, qu'on connaît bien. Bonjour Daniel. Bonjour. Comme chaque semaine, beaucoup de nouvelles passionnantes aujourd'hui. Et on va commencer avec une nouvelle qui nous réchauffe le cœur et qui fait du bien, parce qu'elle parle de nos soldats qui sont sur le front, mais ils sont soldats et ils sont parfois aussi chefs d'entreprise. Et c'est le cas de Alon Lavie. Tout à fait. Alon Lavie a une boîte de start-up israélienne spécialisée dans le cyber qui s'appelle Quartz. Cette société-là, donc qui donne la protection surtout pour des petites et moyennes entreprises, et également pour permettre de voir si le personnel, comment il agit dans la société, a été créée en 2022. Et à la veille de la guerre, cette société-là était en train de voir la possibilité de lever beaucoup d'argent, des millions de dollars, de façon internationale. Il fallait signer des documents aussi pour ça. Et il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses et des bureaucraties aussi d'autres choses à faire. Et ça, c'était donc le 6 octobre, enfin la veille de la guerre. Il a été appelé comme beaucoup d'autres au front. Et il a là où il a été appelé, c'est dans le nord, dans l'artillerie. Alors, le Nord, c'est pas des combats qui mobilisent tous les jours. Surtout au début, voilà. Ils ont eu peur. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens aussi ont été mobilisés. Et donc, il est arrivé là-bas. Et justement, ce que vous dites, qu'il n'est pas tout le temps occupé, il a dit à un copain, écoute, maintenant je vois qu'il y a de l'électricité à côté de là où on est. Il n'y avait même pas. Au début, il n'y en avait pas. Mais j'ai même pas mon ordinateur parce que je suis parti comme combien de combattants. Il est parti dès qu'on l'a appelé, c'est tout, il n'a rien pensé. Passe chez mon père et tu vas prendre là-bas mon ordinateur que je puisse continuer quand je pourrai à travailler pour ma boîte. Et il l'a fait. Et il a réussi donc il est resté maintenant pendant toutes ces périodes. Il est toujours réserviste. Toujours réserviste. Incroyable. Et il a réussi cette semaine à collecter dans le monde entier par plusieurs fonds de risques internationaux. 18 millions de dollars. Mais c'est absolument génial. C'est génial. Mais c'est génial. Nos soldats sont géniaux. Non. Et je pense que c'est très important. Vous avez voulu commencer ce sujet par là d'abord pour donner du bon cœur, je pense, à tout le monde, mais aussi parce que ça explique beaucoup aux fois aussi la résilience de l'économie israélienne dont on parle ici. Bien sûr. C'est quelque chose d'exceptionnel que nous vivons. Ça marche et ça tient, l'économie tient parce que les soldats non seulement se battent sur le front, mais ils continuent de travailler. Il y en a beaucoup qui le font et c'est absolument incroyable. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. On voulait dire vraiment bravo à Alon Lavie. Franchement, retenez ce nom et le nom de sa boîte, CyberGarst. C'est absolument magnifique. Alors, on continue avec une autre nouvelle qui nous fait encore bien plaisir. Ce sont deux sociétés qui sont cotées en bourse grâce à nos ennemis qui nous attaquent et notamment aux Houthis. Oui, c'est-à-dire ce sont deux sociétés israéliennes qui sont cotées à la bourse et qui ont vu cette semaine-là leur cours augmenter de façon vertigineuse. À cause justement de ce que vous venez de dire de la menace des Houthis. De quoi il s'agit? D'abord, la première société, et ça pourrait être paradoxalement étonnant, il s'agit de la société Zim. Ça, c'était très connu. Oui, les gros conteneurs, quand on fait son alia, tout le monde sait que, en général, c'est Zim qui transporte. Et il s'était redressé ces dernières années, mais point de vue boursier, il y avait eu des baisses assez importantes ces derniers temps. Et tout d'un coup, cette semaine, son cours a remonté de dizaines de pourcents, voire 50%. Pourquoi? Parce que les investisseurs internationaux se sont dit la chose suivante. S'il s'agissait que d'un problème israélien, que les pirates n'attaquaient que les compagnies maritimes israéliennes, alors ça mettrait du temps dans s'en occuper, et c'est que si Israël le ferait que le problème s'arrangerait. Sauf que là, les pirates attaquent tout le monde. Attaquent tout le monde. Ouais, bien sûr. Des choses qui n'ont rien à voir avec Israël. Et comme seulement les auditeurs ont entendu, il y a eu, les États-Unis ont décidé de faire une coalition, je crois, d'une dizaine de pays, de point de vue militaire, qui sont maintenant chargés de sécuriser cet endroit-là. Donc, les gens se sont dit que ça pourrait être moins dangereux pour Sim. Ça, c'est une chose.
Maintenant, deuxième société, c'est très intéressant parce que vraiment, ça nous met dans l'avenir. La deuxième société s'appelle TrackNet. TrackNet, c'est une société assez récente de 2022 qui a fait une programmation pour optimiser la logistique des transports. C'est-à-dire, il peut vous dire où est votre camion et à l'endroit où il est. C'est génial. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'on peut en remettre des marchandises et des choses comme ça? Or, cette société vient cette semaine de faire un accord avec une compagnie de Dubaï, FS Eco, pour justement que à partir de Dubaï jusqu'à Israël par transport terrestre, ça sera son application, sa programmation qui sera mise dans les camions. Or, justement, parce qu'il y a eu un problème maritime, ils ont accéléré le fait qu'il y ait maintenant un commerce de marchandises, un transport de marchandises qui est organisé de façon terrestre entre les Émirats arabes unis et Israël. Alors, comment ça marche? D'abord, il faut savoir, ça met 4 jours depuis donc Dubaï jusqu'à Haïfa, en passant par Bahreïn, Arabie Saoudite, et la Jordanie, et finalement Israël, comme je l'ai dit. De Bahreïn, c'est moins loin, et ça met seulement 2 jours. Et donc, c'est même plus rapide qu'en maritime. Bien sûr, on peut moins prendre de choses, mais quand même, c'est plus rapide. Et point de vue du coût, au kilo, c'est $1 point quelque chose au c'est kilomètre. Rentable, c'est rentable pour les gens et c'est rapide. Et quel a été l'accord qui a été fait? C'est qu'ils ont décidé, cette société de Dubaï et la société israélienne, qu'ils auront le droit à 5% du chiffre d'affaires qui seront faits par ces camions-là. Donc, c'est ça que les investisseurs ont vu, parce qu'en fait, c'est une société qui est très petite, qui avait des grands problèmes en bourse, qui n'avait fait jusqu'à juin 2023 uniquement 160 000 shekels de chiffre d'affaires et qui avait des grandes pertes de l'année dernière. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a intéressé les investisseurs. Ça, c'est la première chose. Ce que je voudrais dire, c'est que la presse financière israélienne a souligné qu'en fait, c'est un prélude au rêve dont on a parlé, au grand projet qui, dans l'Arabie Saoudite, devait être aussi et sera partenaire du train de transport de marchandises par train entre Israël et Dubaï. En fait, c'est un pilote qu'on fait par les camions et qu'on va faire dans plusieurs années par les trains, parce que l'Arabie Saoudite a dit que la guerre ne fait pas changer son intention de coopérer économiquement avec Israël. Et donc, c'est pour ça que cette société a eu vraiment son cours augmenté cette semaine. Ok, bon, alors ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. On voulait vraiment, parce que l'économie parle aussi de la vie. C'est pour ça que vous aimez tellement ça. Et vous avez bien raison. Donc, on va reparler de sujets, de chiffres. Bon, alors c'est moins, on va dire, en prise avec tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est quand même très important. L'inflation, notamment, a baissé, et ça, c'est plutôt sympa. 0,3% en novembre, c'est plutôt bon signe, Daniel, non? Oui, c'est non seulement bon signe, parce qu'encore une fois, les économistes se sont trompés. Eux, ils étaient très pessimistes. Ils avaient parlé de plus 0,1%. La baisse du dollar, qui a été très, très importante au mois de novembre, d'après eux, a expliqué la différence entre leurs prévisions et la réalité. Si on analyse les chiffres, d'abord, si on regarde une perspective sur un an, on voit que les prix ont augmenté de 3,3% en un an, ce qui est très proche de l'objectif de 3% du gouvernement et de la Banque d'Israël, et depuis le début de l'année, de 3,1%. On sait une nette baisse de l'inflation, et donc c'est intéressant de noter. Quels ont été les postes qui ont le plus baissé? On a les fruits frais qui ont baissé de 5%, et également le transport et les chaussures qui ont à peu près de 1%. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont augmenté, Daniel? Voilà. Alors, si on regarde les prix, bien sûr, comme toujours, ça arrive qui augmentent, c'est les légumes, eux, qui ont augmenté de 0,7%, et tout ce qui est denrées alimentaires de façon globale, qui a augmenté de 0,5%. Ça ne doit pas étonner, parce que on sait d'abord qu'il y a les problèmes dont on a parlé ici, de maritime et autres, de commerce, et le fait que les Israéliens aussi reprennent la consommation, ça ne m'a pas, c'est pas quelque chose qui a été étonnant. Qu'est-ce que
les économistes ou le marché financier voient qu'en perspective pour les 12 prochains mois, ils voient une inflation à 2,5%, donc même plus faible que ce qu'ils avaient prévu, parce que jusqu'à maintenant, les économistes parlaient entre 2,5 et 3% dans les prochains mois. Et donc, c'est une bonne chose. Et ça va sans doute permettre prochainement au directeur de la Banque d'Israël de baisser son taux d'intérêt qui est vraiment très haut, 4,75. Parce que, regardez, j'ai réfléchi à sa chose suivante. 4,75 de taux d'intérêt, lorsque vous avez une inflation même annuelle à autour de 3 et un mois où il y a moins 0,3%, ça fait très lourd pour les agents économiques. Et donc, en janvier, sans doute beaucoup pensent, en tout cas en février, il va baisser les taux. On estime, encore une fois, que s'il n'y a pas de problème, ou si comme ça doit être, qu'il serait il baisserait de 1% le taux à la fin de 2024. Il serait donc 1% de moins que ce qu'il est maintenant. C'est la prévision de la Banque d'Israël aussi et des gens. On verra si ça se passe. Ok, alors on va bien sûr continuer. On va parler bien sûr un petit peu d'immobilier, c'est obligatoire. Voilà. Parce que quand on parle d'inflation, forcément on pense à ce secteur qui souffre, mais ça ne se traduit pas forcément en argent comptant pour nous, pour les particuliers qui veulent acheter ou louer des appartements. Oui, sur un mois, il faut se rappeler d'abord que la calcul statistique demande un délai, c'est-à-dire les chiffres que nous avons maintenant, c'est septembre-octobre par rapport à septembre-octobre de l'année dernière. Ils disent que par rapport à la période précédente de cette année, on n'a quasiment pas baissé de prix. Si on regarde pour les prix neufs, on voit une baisse de 0,4%. Et il dit sur un an, on voit que les prix neufs ont baissé de 3,6%. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que moi, j'avais pensé comme ça. D'ailleurs, comme dans la location a augmenté de 4% pour les nouveaux locataires. D'habitude, c'est 8, donc c'est mieux. Mais et pour les ventes et pour les locations, vu la guerre, ou en tout cas une partie des chiffres concernent la période de guerre, j'aurais pensé que les chiffres ont été encore beaucoup plus durs, c'est-à-dire qu'on aurait une vraie baisse. Et je me suis demandé pourquoi on ne la voit pas encore. Savoir c'est des chiffres qui ont des statistiques. Je sais qu'il y a des économistes qui, dans la presse et autres, contestent les chiffres au point de vue scientifique qui sont donnés ici parce qu'ils disent les statistiques ne peuvent pas prendre en compte certaines considérations. J'en donnerai une d'ailleurs. Il est très possible que les promoteurs ne veulent pas montrer au marché, aux différents acheteurs que les prix baissent énormément parce que ils ont acheté le terrain cher. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont peut-être prêts, par exemple, à donner aux locataires, à leurs acheteurs, des avantages. Comprenons dire, c'est moi qui vais payer ta mashkanta pendant 1 ou 2 ans. Ils ne veulent pas afficher une baisse des prix officielle. Exactement. Bon, alors on continue avec la dernière information du jour. C'est une réduction importante du déficit commercial. Alors ça, c'est plutôt bon signe, moins 20%. Donc c'est génial. Oui, tout à fait. Par rapport à la période de 2022, novembre 2022, on a moins 20%. Les exportations ont été en novembre 2023 de 19 milliards de shekels malgré la guerre et les importations ont été de 24 milliards. Ce qu'on remarque en fait, c'est que les importations baissent beaucoup plus que le rythme des exportations, ce qui explique cette restriction de déficit commercial. Par exemple, si on regarde sur les 3 mois, septembre-novembre 2023, on remarque que les importations ont baissé de 6%, alors que les exportations n'ont baissé que de 1,3%, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, que l'outil de production israélienne et sa force d'exportation n'ait baissé que de ce pourcentage-là, bien qu'on ait une partie de ça, c'est 2 mois qui étaient dans la guerre. Et donc, c'est ce qui explique également, à mon avis, cet renforcement du shekel extraordinaire qui est par rapport à toutes les monnaies. On en a parlé la semaine dernière et il reste et qui a eu d'ailleurs de l'effet qu'on vient de dire au niveau de l'inflation et on le comprend maintenant parce qu'à partir du moment où il y a une restriction du déficit commercial, d'ailleurs la balance des paiements qui prend d'autres choses en compte et d'ailleurs l'excédent a augmenté pour la balance des paiements, mais ça explique le fait que le shekel se renforce parce que c'est une question d'offre et de demande. Bon, en tout cas, il y a aussi une bonne nouvelle qui va dans le même sens, c'est que le gouvernement a décidé de ne pas baisser les droits de douane pour nos agriculteurs. Et ça, c'est plutôt génial pour eux parce que ils ont vraiment eu peur de souffrir de ce manque à gagner. Cathy, j'aime votre subjectivité.
Parce que moi, je pense exactement la même chose. Je suis pour les agriculteurs israéliens, non seulement parce qu'ils souffrent énormément en ce moment et qu'ils ont été toujours pleins de vaillance, mais en plus, c'est eux qui, pendant des années, assurent l'indépendance alimentaire d'Israël. Et puis, c'est eux qui payent le prix aujourd'hui, puisqu'on le sait, les champs sont vides, sauf, bien sûr, les volontaires qui viennent prêter main forte, mais c'est insuffisant, évidemment. Tout à fait. Et donc, le fait que les barrières douanières vont maintenant, comme vous le dites, rester au même niveau, on ne dit pas qu'ils vont remonter, mais en tout cas au même niveau, ça va leur permettre, surtout dans la prochaine période, pour l'instant, de pouvoir mieux lutter contre la concurrence, et c'est le lobby agricole qui l'a demandé et il l'a obtenu. Il y a un très bon ministre de l'Agriculture qui fait là son travail, Dichter, je dois le dire, et qui défend bien les agriculteurs, qui a eu gain de cause face au ministère des Finances. Voilà, mais une revue économique très sioniste aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Daniel, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.